Bonjour à tous et bienvenue dans le studio des experts. Pendant une heure, nous allons passer en revue certains événements de l'année 2017, puisque c'est la dernière émission des experts de 2017. Alors pour analyser et commenter tout cela, il y a deux invités non politiques et trois experts à la langue bien pendue. On va commencer par le premier. Il n'en rate pas un. Je parle des scoops à Bruxelles. Bonjour Karim Fadoul. Bonjour Jean-Jacques. Il parcourt le monde, surtout la Colombie, mais suit Bruxelles des yeux. Bonjour Hugo Polliard. Bonjour. Il est cash, il clash, il est notre journaliste punk. C'est Yves Kengen. Bonjour. Bonjour à tous. Alors je vous propose de commencer par un thème assez général sur l'année. C'est le thème de l'emploi. Charles Michel avait commencé l'année en disant job, 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 et il a terminé l'année de la même manière en disant toujours job, job, job. Entre-temps, il y a eu des manifs, il y a eu de nouvelles dispositions légales. Sur le terrain, si le chômage baisse à Bruxelles et que le nombre d'emplois monte, il faut encore se battre pour trouver un emploi. Heureusement, il y a de bonnes initiatives, comme le job coaching, c'était en avril dernier, Marie-Noëlle Dillian et Yannick Van Gansbeek. Ne pas devoir présenter son CV pour postuler, l'idée est dans l'air à Bruxelles. Une idée étonnante pour ces chercheurs d'emploi. D'un côté, je trouve que c'est pas mal déjà, mais j'imagine qu'un CV c'est toujours important quand on postule pour un job, surtout quand on est jeune. Ça dépend du métier, hein. Parce que pour moi, je suis artiste et le plus important, c'est le portfolio. L'idée vient de l'Union des classes moyennes. Le projet, baptisé Job Coach, vise les employeurs indépendants ou les entreprises de moins de 10 personnes. Objectif, lutter contre la discrimination. On va plus se focaliser sur un trou de parcours qui pourra amener un mauvais jugement. On ne va plus regarder le dernier diplôme obtenu qui ne conviendrait pas éventuellement ou la façon dont la lettre de motivation a été rédigée. Ici, on va vraiment se concentrer sur le factuel. Qu'est-ce que le candidat est capable de faire? Est-ce que ça répond à la fonction qui est à pourvoir? Et le plus important, c'est est-ce qu'il est motivé à obtenir le poste? Parce que c'est réellement ce qui importe le plus à l'indépendant. Un projet soutenu par la région et dont Actiris est partie prenante. Donc une offre d'emploi va rentrer chez nous au sein du service Select. Un conseiller en recrutement va faire cette présélection, donc va publier l'offre sur le site, va rencontrer les candidats en entretien individuel, va vérifier les motivations, les compétences et ensuite orientera classiquement les 6 meilleurs candidats. Retour ensuite vers le job coach pour l'évaluation de la motivation, mise en situation, test cognitif, un service entièrement gratuit. L'UCM espère convaincre 30 employeurs à tenter l'expérience du recrutement sans CV d'ici la fin de l'année. Alors Karim Fadoul, c'est une année économique intéressante avec pas mal d'éléments pour lutter contre la discrimination à l'emploi, des formations et puis des chiffres plutôt positifs aussi. Les chiffres sont positifs. Il y a quelques jours, la Banque nationale a rendu public ses chiffres de prévision pour la fin de l'année 2017 et pour 2018. On voit qu'on tape sur une croissance d'1,7%, alors qu'au départ, on partait sur 1,6%, ce qui est plutôt positif. C'est moins bien qu'en Europe, où là, on est plus sur 2,2%. On a créé près de 70 000 emplois. Le chômage est en baisse, devrait encore baisser d'après la Banque nationale. Je veux dire, tout se passe assez bien. Tout se passe assez bien. Deux éléments. Tout d'abord, est-ce qu'on peut dire très clairement que tout cela résulte de la politique du gouvernement fédéral ou des différents gouvernements régionaux qui ont la main sur l'emploi ou les gouvernements communautaires par rapport à la formation professionnelle qui débouche après vers un emploi? C'est une première chose. On n'est pas sûr qu'il y ait nécessairement un lien de cause à effet. Deuxièmement, il faut voir aussi d'où on vient. Je rappelle qu'en 2008, on a quand même une crise économique sans précédent au niveau mondial. Nous en avons subi les conséquences. Quelque part, on ne fait que rattraper lentement mais sûrement le retard de l'époque. N'oublions pas non plus 2015-2016, les attentats où là aussi, il y a eu un recul économique évident. On rattrape quelque part ce retard. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Mais c'est positif. Un il faut s'en réjouir. Positif. Hugo Polliard, pour vous? Très bonne nouvelle. Je pense que l'économie se porte un peu mieux à peu près dans toute l'Europe pour l'instant. C'est vrai qu'il y a des pays comme la France où ils n'ont pas encore peut-être fait les réformes nécessaires pour y arriver. Mais après, c'est très marrant. Bon, c'est vrai qu'il y a toujours un débat sur les jobs, quel type de job, etc. Et ce qui est très marrant en Belgique, c'est si vous écoutez le gouvernement fédéral, on va vous dire il y a plein de jobs qui ont été créés. Si vous écoutez l'opposition, ils vont dire non, c'est pas bien. Mais si vous écoutez la région,
Après, on va vous dire que c'est un des éléments les plus importants du bilan, c'est la création de jobs. Donc finalement, tout le monde est d'accord sur le fait qu'il y a des jobs qui ont été créés et que l'économie va mieux, mais je trouve que parfois c'est un petit peu enfoui dans le débat politique belgo-belge et on s'en réjouit peut-être pas assez. Yves Kenguel. Oui, je ne sais pas trop quoi dire là-dessus. Effectivement, on peut se réjouir du fait que les chiffres disent qu'on a créé des emplois. Ce que moi je vois, c'est que beaucoup d'entreprises continuent de licencier à tour de bras et qu'on développe par ailleurs de plus en plus l'intelligence artificielle et la robotisation. Et j'ai un peu peur qu'à terme, ça vienne ruiner les efforts qui sont consentis pour créer des emplois ou faire en sorte que les emplois soient durables. Ça me fait un petit peu peur à long terme. Vous vous sentez menacé par l'intelligence artificielle? Oui, bien sûr. Très bien. Mais on va voir ce qu'en pensent nos invités, parce que cette fois-ci, ce ne sont pas des invités politiques, ce sont deux invités qui viennent des interlocuteurs, du monde des interlocuteurs sociaux, c'est-à-dire un du monde des patrons et l'autre du monde syndical. Je leur propose de nous rejoindre. Alors nous avons Thierry Evans qui dirige la communication de l'Union des classes moyennes, il en est le porte-parole, bonjour, et Eric Buysens qui dirige le centre d'études de la FGTB à Bruxelles. Voilà, donc tous les deux, ce premier sujet sur l'emploi, sur l'économie un peu plus en général, c'est vraiment dans votre core business. Et je vais commencer par Thierry Evans, lui demander, est-ce que vous trouvez que tout va bien en 2017 avec ces jobs créés, avec le chômage en baisse? Est-ce que les feux sont au vert? Alors, les feux sont au vert. Maintenant, dire que tout va bien, ce sera un petit peu exagéré, puisqu'il y a encore un chômage extrêmement élevé à Bruxelles. Mais ça fait 4 ans qu'il est en baisse quand même. Alors, je sais qu'il y a d'autres éléments qui jouent, mais on voit vraiment du côté des petites entreprises et des indépendants, on sent cette reprise de l'activité économique, on sent cette reprise de l'emploi. Il y a eu évidemment l'effet des attentats qui a eu un effet négatif, mais relativement temporaire, heureusement. Et alors, je voulais dire aussi, parce que j'étais très content de voir que vous avez diffusé le sujet sur Job Coach, l'initiative qu'on avait prise avec UCM Actiris contre la discrimination à l'embauche, parce que je pense que c'est un sujet extrêmement important à Bruxelles, d'avoir un accès à l'emploi pour l'ensemble des communautés. Job Coach est une initiative qui ne sera pas prolongée en 2018. Ah, pourquoi? Pas parce qu'elle a échoué, elle a atteint tous ses objectifs, mais parce qu'on l'a, je vais dire, intégré dans l'offre normale d'Actiris. Et donc Actiris va présenter maintenant aux petits entrepreneurs qui n'ont pas la possibilité d'avoir des spécialistes RH pour recruter, c'est difficile pour eux. Actiris va proposer directement des candidats en fonction du profil recherché par l'entreprise. Donc Job Coach n'est pas poursuivi, mais Job Coach est en quelque sorte généralisé. Alors Eric Buysens, sur cet aspect feu vert, feu rouge, est-ce que vous partagez cet enthousiasme débridé? Si je vous disais que le feu était vert, vous ne croiriez pas, en tout cas du point de vue du monde du travail. Donc, on peut quand même constater que la conjoncture est meilleure et qu'il y a une série de choses, d'indicateurs qui sont assez bons sur Bruxelles, notamment en termes d'emploi et de réduction du chômage. Mais pour nous, il y a, outre évidemment les mesures fédérales, les attaques contre une série de droits des travailleurs, peut-être plus concrètement au niveau de Bruxelles, l'emploi, rechercher un boulot reste une galère pour de nombreux jeunes et autres. Tous ceux, toutes celles, les femmes, les migrants, les travailleurs plus âgés qui ont perdu leur job, ça reste une vraie galère de trouver un boulot dans cette région, pourtant très dynamique. Il y a des discriminations, il y a toute une série de problèmes qui restent très, très prégnants. On s'y attelle au niveau du Conseil économique social avec le gouvernement dans le cadre de la stratégie 2025, mais c'est loin d'être acquis. Karim Fadoul. Oui. Est-ce que le gouvernement fédéral actuel a fait toute une série de réformes, il y a eu le tax shift pour les ménages, il y a eu l'impôt des sociétés dont on parle d'ailleurs encore actuellement. Est-ce que vous considérez ce gouvernement, l'un et l'autre, comme un partenaire ou comme un adversaire? On va demander à Eric Buysens d'abord. Nous, comme organisation syndicale, nous sommes partie prenante de la concertation. C'est plutôt le gouvernement fédéral qui ne joue pas le jeu. Qui vous considère, vous, alors, comme un adversaire, c'est ça? Je pense. Pour vous, la concertation ne marche pas pour l'instant? Au niveau fédéral, elle marche. Je pense qu'on peut dire qu'elle
quelques difficultés. Thierry Evans, de votre côté, à l'UCM? Effectivement, la concertation fédérale a des difficultés. À Bruxelles, elle fonctionne fort bien, je pense qu'on peut le dire. Mais ce n'est pas le fait du gouvernement, c'est plutôt le fait des organisations syndicales qui refusent souvent de discuter dans un cadre donné par le gouvernement. C'est normal que le gouvernement donne un cadre. Alors ce cadre, pour répondre à votre question, c'est vrai que depuis 2014, il y a beaucoup de mesures qui ont été prises qui sont favorables aux entreprises, favorables à l'emploi. Maintenant, ce n'est pas non plus un gouvernement qui est aux ordres du patronat, loin de là. Il y a aussi des mesures qui sont contestables. On vient de contester la forme de la réforme de l'impôt des sociétés. On va en reparler. Mais c'est vrai que, incontestablement, il y a une réduction des charges sur le travail. Mais c'était entièrement nécessaire pour pouvoir relancer la machine et rattraper le retard, comme on l'a dit tout à l'heure. Eric Boyssens, comment vous réagissez à cette prise de position? L'éternelle théorie du ruissellement, qui consiste à dire que voilà, les cadeaux qu'on fait aux employeurs, les réductions de charges, comme ils se prêtent à le dire, qui sont pour nous en fait des réductions de nos salaires, le salaire de la sécurité sociale et autres, vont permettre la création des emplois de demain. Mais ça, c'est le discours qu'on nous tient depuis 20 ans. Donc, les faits sont là. Les retours sont très faibles. Les faits sont là, c'est-à-dire qu'il y a un retour. Quand vous dites cadeau aux entreprises, c'est un terme qui, moi, me choque un peu, parce que c'est pas un cadeau à l'employeur, c'est une réduction de charge qui lui permet de développer son entreprise. C'est une partie du salaire qui est mise dans la sécurité sociale pour couvrir les risques du travail. Oui. Mais Hugo Polliard? Oui, donc au-delà des chiffres qu'il y a dans les fichiers Excel et les présentations, moi je constate que ces mesures-là et ces emplois, en fait, ils sont visibles. C'est-à-dire quand vous allez dans Bruxelles par rapport à il y a 5 ou 10 ans, vous allez dans un magasin, vous allez dans un petit commerce, vous allez dans un restaurant, il y a beaucoup plus de monde qui travaille. Et parfois je discute avec des patrons de PME ou de magasins de restaurants et ils disent effectivement j'ai pu engager. Donc il y a aussi des réalités concrètes derrière, très positives au-delà du débat politique. C'est ce qu'on voit chez UCM, puisque vous c'est plutôt classe moyenne, petites et moyennes entreprises. Oui, il y a une mesure que le gouvernement a prise qui pour nous est extrêmement utile, c'est la suppression totale et à vie des charges patronales sur le premier emploi. Et ça aide vraiment une série d'indépendants, notamment dans le commerce, dans l'artisanat, mais aussi des professions libérales, à passer du stade indépendant seul au stade employeur. C'est difficile. Travailler tout seul, c'est relativement simple. À partir du moment où il faut travailler avec quelqu'un dans une relation de travail, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Et donc cette mesure, suppression totale des charges sur le premier emploi, est quelque chose qui marche vraiment très bien. On dit 20 000 emplois créés par ce biais-là, 12 000 supplémentaires, et qui après entraîne des deuxièmes et des troisièmes emplois. Donc c'est vraiment quelque chose, et on le sent vraiment chez les indépendants, chez les tout petits employeurs, c'est une mesure qui est très très porteuse. Et ça, vous considérez que c'est un cadeau, ça, Eric Boyssens, ou c'est plutôt quelque chose de vertueux? Donc dans la concertation sociale et par le passé, on a pu se mettre d'accord sur une série de réduction de cotisations sociales et de plans d'activation, de création d'emplois. Immanquablement, je suis tout à fait d'accord. Il y a une activité sur Bruxelles qui est une économie assez dynamique, qui offre une série d'opportunités d'emploi. Mais ce que nous voyons dans les indicateurs, c'est que le temps plein diminue, et le temps partiel augmente, que la qualité de l'emploi. Or, c'est une des faces cachées, en fait, des politiques de l'emploi. C'est quelque chose que même au niveau du gouvernement, on se ferme les yeux, on essaye de ne pas voir. On est sur job, mais quelque part, la qualité de l'emploi, le type de perspective professionnelle qu'on offre à ces jeunes hommes et jeunes femmes importe peu. On peut évidemment toujours se trouver que c'est mieux qu'un mauvais job, c'est mieux que pas de job du tout. Le problème, c'est que ça détruit à terme le bon emploi. Et dans une ville comme Bruxelles qui est en pleine mutation, notre grande préoccupation est aussi l'avenir, les jobs de demain. Yves Kenguel. Je crois qu'il n'y a pas une politique de l'emploi. Je pense qu'il faut différencier les politiques de l'emploi qui visent les petits indépendants et les petites PME et les politiques de l'emploi qui visent les grandes entreprises. Quand on parle de cadeaux aux entreprises, je pense que ça concerne plutôt les grandes entreprises qui n'ont pas besoin de ces réductions de charges parce qu'elles ont déjà tout un mécanisme d'optimisation fiscale qui leur permet de garantir des bénéfices considérables. Et on voit bien que
quand on leur fait des réductions de charges, elles n'embauchent pas pour autant. Elles préfèrent maximiser le profit pour les actionnaires. Tandis que les petites entreprises, les PME qui, elles, ont un projet à développer, ont besoin de main-d'œuvre, c'est vrai que là, ce genre d'initiative peut vraiment les aider et créer de l'emploi au jour le jour. Et ça, je crois que c'est important de faire vraiment la différence. Alors, à propos de l'UCM et des mesures fédérales, peut-être que vous allez rebondir sur ce qu'a dit Yves Kengen, vous n'étiez pas d'accord avec la réforme de l'impôt des sociétés présentée à la Chambre jeudi, et votre président est allé dire qu'il y avait pas mal de choses qui n'allaient pas. Vous êtes quand même d'accord de payer 20% d'impôts plutôt que 33%? Oui. Ça, là-dessus, oui. Oui. Mais sur quoi n'êtes-vous pas d'accord? Alors, on était très, très, très demandeurs d'une réforme de l'impôt des sociétés, parce que l'impôt des sociétés, il est à 21% en moyenne dans l'Union européenne. Chez nous, on était toujours à 33,99, avec beaucoup de mécanismes de réduction, mais c'était une incroyable usine à gaz. Et donc, les PME payaient en moyenne, payent toujours, puisque c'est toujours le cas en 2017, 27% l'impôt des sociétés. Et c'est beaucoup trop, et ça empêche de capitaliser, ça empêche d'investir. Donc, OK, pour réduire à 20%, c'est une excellente idée. Où on a un problème, c'est avec les mesures compensatoires. Et notamment, en particulier avec une mesure compensatoire, qui est l'obligation pour le chef de PME de se rémunérer non plus à hauteur de 36 000 euros par an, mais de 45 000 euros par an. Donc, c'est 25% de plus. Et ça, on constate que pour les chefs de PME, pour beaucoup de chefs de PME à Bruxelles, aussi en Wallonie, apparemment moins en Flandre parce qu'on n'a pas été soutenu côté flamand, mais pour beaucoup de chefs de PME, ça pose un problème de se rémunérer régulièrement, en tout cas à hauteur de 45 000 euros, parce la vie d'une PME, ça a des plus, ça a des moins. Et quand ça va moins bien, le robinet qui est le plus facile à couper, c'est celui de la rémunération du dirigeant. Et si vous ne vous rémunérez pas à hauteur de 45 000 euros demain, vous perdez le taux réduit. Et ça, c'est vraiment une mesure qui nous choque et qui fait que l'objectif du gouvernement, qui est de rendre des moyens, de rendre du carburant aux PME, cet objectif, il est raté. Alors là, vous aviez un allié objectif, Eric Boyssens. Vous attendez à ce que l'UCM soit comme les syndicats, finalement, opposés à cette réforme? Ah bon, s'ils veulent, ils peuvent rejoindre le Front commun. Enfin, je pense que... On n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là. C'est historique, ça. Oui, et je pense qu'effectivement, la question des petites entreprises mérite une réflexion et un traitement particulier, surtout dans une ville comme Bruxelles. Et ça, au Conseil économique, je pense qu'il y a des moments où nous pouvons nous entendre avec les représentants des classes moyennes ou de l'UCM. Mais voilà, je pense que je n'ai jamais entendu dans le chef de leurs représentants une véritable ouverture à ce que le dialogue social se développe, notamment dans leurs entreprises. Un patron, ça reste un patron. Un patron reste un patron, et on peut le comprendre. Hein. Alors peut-être juste pour terminer sur ce chapitre-là, sur l'ensemble de l'année, il y a eu quand même pas mal de manifestations, il y a eu des actions aussi. Est-ce que vous estimez que on vous a entendu, Eric Boyssens, dans les différents mouvements, je pense sur les pensions, sur... on a eu une action cette semaine sur les pensions, qui était une action de taille moyenne. Ce n'était pas une grande manifestation, mais ce n'était pas le but. Le but était de porter un message. Je pense qu'il y a eu un bon relais au niveau des médias. Maintenant, est-ce qu'on va être entendu du gouvernement? Ça, c'est une autre histoire. On rentre dans une phase de grande conflictualité sociale. Enfin, on l'est depuis la formation de ce gouvernement fédéral. Et évidemment, avec l'approche de la fin de la législature, ça va certainement monter en crescendo, parce que les mesures sont là, ces mesures sont inacceptables pour nous. Et donc, j'ose espérer que le mouvement social va se poursuivre. Vous craignez cette tension sociale, Thierry Evans? Ce que promet Eric Boyssens, c'est une année 2018 plus tendue. Oui, tout à fait. Pour nous, c'est une véritable crainte, parce que les chefs de PME, les indépendants, ont besoin de stabilité, de cohésion sociale et de calme pour pouvoir développer leurs affaires. Ils ont besoin de confiance. Il ne faut jamais oublier que c'est leur argent qui joue dedans. Donc, si le contexte devient un petit peu mouvant, ils vont être prudents, ils vont avoir des réflexes de repli et les entreprises ne se développeront pas. Mais quand ils parlent de conflits sociaux, on se sent un petit peu... j'ai pas envie de dire pris en otage, mais je ne trouve pas d'autres expressions. C'est quand même ça que vous vouliez dire. Non, c'est-à-dire que c'est un conflit, mais c'est un conflit des syndicats vis-à-vis du gouvernement. Je veux dire, nous,
on est prêt à discuter, on discute au niveau régional, on est prêt à discuter au niveau fédéral, on discute au Comité national des pensions, mais les syndicats, je m'excuse de le dire, j'ai beaucoup de respect pour les syndicats et on doit discuter avec eux, je suis pour la paix sociale, je viens de le dire, mais ils jouent un jeu politique et donc ils refusent de discuter, par exemple, de la réforme des pensions. Ils arrivent, quand on discute de la pénibilité, ils disent si on travaille tout seul, c'est pénible, si on travaille en équipe, c'est pénible. Donc on ne sait pas avancer avec des positions comme celle-là et on arrive à des situations de conflit dans lesquelles nous PME, je veux dire, on est pris dans un mouvement dans lequel on ne peut rien faire. Je vais donner la parole à la Défense. D'abord, tout est politique. Je veux dire, toute la question économique, il n'y a personne qui otage personne. On est dans un jeu, dans un modèle social belge où il y a une tradition où le gouvernement dialogue avec les patrons et les syndicats. Il se fait qu'aujourd'hui, je pense que l'agenda du gouvernement convient très bien au banc patronal. Et je pense que et moins aux syndicats. Et moins aux syndicats. Et donc la conflictualité est là. Donc ce n'est pas une question de prise d'otage. Ce n'est pas le bon terme. Eh bien, on va voir. Parce qu'il y a d'autres prises d'otages, mais c'est la mobilité à Bruxelles. Et ça, c'est aussi des prises d'otages de tout le monde. Ça ne concerne pas nécessairement ni les patrons ni les syndicats. Et parfois, on se demande quel gouvernement ça concerne. En tout cas, avec des tunnels, des viaducs fermés, des chantiers dantesques, des règles de stationnement ubuesques, des embouteillages et même de la neige, je voudrais revenir quand même sur un trou qui était enfin rebouché après plus de 3 mois. C'était Chaussée de Louvain. Reportage Jean-Christophe Peuzès et Charles Carpro. Un petit coup de balai pour nettoyer le trottoir. Voilà un commerçant qui attend avec impatience la réouverture de la chaussée de Louvain. Ça, c'est déjà une bonne affaire parce qu'on savait craquer bientôt. Sinon, si ça continue, on craque. On ferme, on met le clé paillasson et puis c'est fini, quoi. L'asphaltage a eu lieu hier. Ce matin, les ouvriers s'employaient à dégager la chaussée pour pouvoir réaliser le marquage. C'est le 7 septembre que la voirie s'est effondrée à cause de la rupture d'une canalisation. Conséquence, une fermeture ordonnée immédiatement, des habitants évacués et un trafic ferroviaire à l'arrêt durant quelques jours. Un important chantier commence alors. Initialement, il devait être terminé le 20 novembre, mais les impétrants, Vivaquois, Sibelga et Elia, en ont profité pour renforcer et moderniser leurs installations, ce qui a retardé la réouverture. N'empêche, le bourgmestre de Saint-Josse se félicite de la rapidité des travaux et de la réaction des intervenants. Quand on est devant des circonstances exceptionnelles, on ne va pas aller faire un marché public qui nous emmène à 6 mois, 1 an. On désigne tout de suite les entreprises et on commence le travail. Je pense que ça a fait une grosse partie de la différence. Je crois que ceci devrait nous servir pour d'autres chantiers dans la ville. On doit être capable de pouvoir travailler en soirée, de pouvoir travailler le week-end et de faire en sorte que les gens puissent retrouver une vie sociale, une vie normale dans leur quartier. La chaussée de Louvain devrait rouvrir vendredi au plus tard. Le coût exact de la réfection de cette voirie n'est pas encore connu. Hugo Polière, on a l'impression que parler des trous et de la mobilité, on pourrait le faire chaque année, à chaque rétrospective. Mais cette année, c'était pas mal quand même. Disons qu'il y a des images fortes. Oui. Donc ce trou béant qui est resté pendant 2-3 mois sur la chaussée, évidemment, ça a impressionné tout le monde. Maintenant, je vais peut-être vous étonner, mais comme je reviens de Bogota, où j'ai passé 2 mois et demi, quand vous revenez de Bogota, vous vous dites simplement que Bruxelles, au niveau mobilité, c'est un paradis. C'est-à-dire que nous avons, mais non, mais il n'y a pas beaucoup d'embouteillages à Bruxelles en fait, comparé à des villes qui n'ont pas de métro. Et quand il neige aussi, il neige à Bogota. Il neige pas à Bogota, mais il pleut et ça a autant, il pleut tellement que ça a autant d'impact. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est vrai qu'on se plaint beaucoup. Aujourd'hui à l'émission, tout le monde est arrivé à l'heure, il n'y a personne qui a eu de problème pour se déplacer, ce qui est très rare dans d'autres parties du monde. D'accord. Voilà. Mais juste avant Noël, il n'y a pas énormément de monde dans les rues. Après, il y a cette image forte a peut-être symbolisé aussi les problèmes de gestion générale qu'il y a à Bruxelles, et je pense qu'on en parlera par ailleurs. Maintenant, je vois dans le reportage, et j'ai vu dans d'autres reportages, que l'occasion a été prise pour améliorer. Ça, c'est peut-être nouveau, parce qu'avant, on faisait les choses sans se concerter, et on va être un peu positif. On a pris l'occasion de ces travaux pour améliorer tout ce qu'il y avait à l'intérieur et aussi, j'ai entendu, au niveau sécurité pour que le carrefour soit plus sûr. Donc, soyons positifs pour cette fin d'année, les choses changent. Alors, Eric Peuzens, vous trouvez que ça s'améliore ou le fait de faire travailler les gens la nuit, le week-end, est-ce que c'est bien? Je trouve que ce reportage est vraiment très interpellant parce que, justement, on ne parle pas des tunnels. Les tunnels, on peut discuter, il faut des tunnels, pas des tunnels, on va à vélo, on va en voiture, en transport en commun. Là, c'est quoi la cause de ce trou?
Ce sont les infrastructures en sous-sol indispensables à la ville, et ça on ne sait pas s'en passer, ce sont les égouts, les canalisations, et qu'on n'entretient pas, et qu'évidemment, elles ont 100 ans, elles finissent par lâcher, et ça fait un grand trou, et ça fout tout le monde dans l'embarras. Et donc c'est révélateur de cette ville et des politiques, à force de priver les pouvoirs publics des moyens nécessaires à faire des travaux d'infrastructure et entretenir les infrastructures, comme les tunnels, parce que le problème des tunnels est le même. On peut penser qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a saisi l'occasion de démonter un viaduc à Reyers. Donc, et on se pose du coup la question, est-ce qu'on va maintenir ces tunnels en fonction? Mais ils sont là, il faut quand même les entretenir. Or, on voit bien que l'État, la région n'a pas les moyens, par exemple, pour le Léopold II, et qu'on doit alors monter des partenariats publics-privés pour assurer le minimum nécessaire au maintien de ces infrastructures. Donc vous êtes pessimiste, en 2 mots. Mais ça pose une question sur le rôle de l'État et de ses missions de base et des moyens que l'on... Alors on parle de réduction d'impôts, de réduction de charges, et voilà une des conséquences, c'est que la ville est paralysée, tout simplement parce qu'il y a un tuyau, une arrivée d'eau qui a rompu parce qu'elle était trop vieille, tout simplement. Ça veut dire, c'est de votre faute, Thierry Evans, parce que vous demandez des charges sociales moins élevées. Pas des charges sociales. Non, moi, ce que j'avais envie de dire, je ne sais pas ce qu'en pense l'UCM de Bogota, mais ici, à l'UCM Bruxelles, moi, je constate qu'il y a quand même beaucoup d'années que je suis proche des indépendants et des PME, et il y a vraiment un phénomène exceptionnel, c'est que quand on leur disait « c'est quoi votre souci ?», on avait toujours la même réponse, c'était les charges fiscales et sociales et les charges administratives. Et maintenant, depuis quelques années à Bruxelles, quand on leur demande c'est quoi votre souci, ils disent la mobilité. Et puis les charges, elles arrivent après. La mobilité, c'est vraiment aujourd'hui un problème pour les entreprises bruxelloises et aussi pour les indépendants, pour les professions libérales, pour tous ceux qui doivent aller travailler chez les gens. Et il y en a quand même énormément qui doivent se déplacer. Ils perdent un temps fou dans les embouteillages. C'est 20%, 25% du temps de travail qui disparaît à se déplacer d'un endroit à un autre. Les gens ne prennent plus de clients à plus de 2 ou 3 kilomètres de chez eux parce que sinon ils perdent trop de temps dans les bouchons. Donc aujourd'hui, c'est un réel problème économique. Donc tu as un problème de transport pour les indépendants qui se baladent dans toute la ville, et un problème aussi pour les commerçants qui ne voient plus beaucoup de clients, qui ne viennent pas peut-être à cause des problèmes de mobilité. Karim Fadoul. Oui, enfin, je reviens peut-être sur ce que vous venez de dire, à savoir, il y a un problème de moyens, est-ce qu'il n'y a pas finalement un problème de vision politique? C'est-à-dire si on remonte à la création de la région bruxelloise, donc tous les ministres qui se sont succédés au niveau des travaux publics, de la mobilité, de l'aménagement du territoire, je ne pense pas que les uns et les autres ont eu une vision à long terme du développement de la ville. On a vraiment l'impression qu'on a eu affaire à chaque fois à des ministres qui ont hérité des infrastructures laissées par les précédents, qui se sont dit il faut les entretenir, mais en même temps je dois laisser ma marque, mon empreinte, et je dois créer de nouvelles choses. Et donc l'un vient avec un piétonnier, l'autre dit mais c'est moi qui vais couper le ruban quand on va prolonger le métro jusqu'à Evere ou jusqu'à Uccle, et ainsi de suite. Donc je veux dire, on est quelque part pris en tenaille. Alors est-ce que c'est une question de moyens véritablement, donc de priorité au niveau financier, une question de vision, ou une question de vision, et est-ce qu'on a finalement les bonnes personnalités politiques à la bonne place, tout parti confondu. Eric Beussens. Bon, donc déjà, si on pouvait avoir des infrastructures qui fonctionnent, et ça, il faut des moyens. La question de la vision, il y a eu quand même un basculement. Donc, quand la région n'était pas encore telle qu'on la connaît avant. L'État national. Quand c'était fédéral, on avait une vision de la ville fonctionnaliste. On allait raser tout le centre-ville. On a les traces dans le quartier nord. On a prolongé le viaduc Reyes. Et on a construit des autoroutes urbaines. C'était les nafteurs qui décidaient. C'était les nafteurs. Bon, maintenant, la région a inversé le processus. Il y a quand même plusieurs plans de régional de développement qui ont donné une certaine perspective plus urbaine, plus classique, plus mixte. On a repeuplé la ville et on l'a redensifiée. Et de fait, maintenant, il y a le problème de la gestion de cette mobilité qui dépend des différents niveaux de pouvoir. Cette ville est un poumon économique, non pas seulement pour les Bruxellois, c'est déjà les Bruxellois pouvaient mieux en profiter, mais c'est un poumon économique pour tout le pays. Donc aucune responsabilité de la part des Si, je pense. Et donc nous sommes demandés là, au moins, je peux vous dire que patrons et syndicats au Conseil économique et social, on s'est mis d'accord pour revendiquer que la question de la mobilité rentre dans le champ de la concertation et qu'on puisse conclure des accords qui puissent tenir compte effectivement de l'activité économique, des marchandises, parce qu'on oublie aussi que pour qu'une activité économique, et nous sommes pour une industrie en ville, même s'il faut évidemment, il ne s'agit pas de reconstruire des charbonnages ou de la métallurgie, mais il y a une activité industrielle dans cette ville, on doit la mettre sous haute protection et on doit la développer. Il y a du commerce, le commerce fait partie
de l'activité de cette ville. Ça utilise beaucoup de travailleurs, beaucoup de main-d'œuvre. Et donc, il faut pouvoir, évidemment, il ne faut pas transformer cette ville en un Durbuy, en un musée où il n'y aurait que des pitonniers. Ça, c'est une évidence. Alors, le mot de la fin pour Thierry Evans, et après, on passera à un autre sujet. Oui, mais il n'y a pas de cause, il n'y a pas de solution simple à la mobilité. Les causes, elles sont multiples aussi. C'est sûr qu'il n'y a pas eu de vision. Il y a certainement des fautes politiques, manque de vision qui ont été connues. Et puis, il y a la complexité aussi institutionnelle de notre pays. Je veux dire, une des solutions, ça pourrait être des parkings de délestage. Mais quel serait l'avantage de la Flandre ou de la Wallonie à aller aménager des parkings pour faire des navettes? Bon. Donc voilà, il y a un problème, on le voit avec le RER aussi, qui ne parvient pas, qui ne décolle pas, qui ne décolle pas ou qui ne roule pas. On ne parle pas de voler, mais simplement de rouler, mais qui ne roule pas. Il y a une complexité institutionnelle qui ne facilite pas les choses. Alors je vous propose à présent une pause visuelle. Je vais vous présenter à chacun 4 visages qui ont fait l'actualité de l'année en 2017, et on va voir qui vous inspire. Vous en choisissez un ou une, et vous nous dites quelques mots en bien ou en mal. On commence par vous, Thierry Evans. Je vais vous proposer Emmanuel Macron, élu surprise en 2017 et qui vient de fêter ses 40 ans. Olivier Minguin, le politique qui perce en Wallonie, qui a profité de la sortie anti-PS de Ludgen. Et Roger Van den Stock, qui a cédé son club à un panda. Ou Johnny, l'icône ultime disparue en 2017. Alors qui choisissez-vous, Thierry Evans? Macron, Minguin, Van den Stock ou Johnny? Je vais prendre Minguin, non pas parce que c'est nécessairement lui que je préfère, mais parce que c'est simplement le seul qui est dans notre sphère de préoccupation, qui est dans la politique. Il a très bien, en tout cas, manœuvré, je le dis sans nuance péjorative. Il a eu un comportement après le coup de Ludgen, quand il a débranché la prise des exécutifs, qui a été porteur dans l'opinion publique et qui a été relativement digne, je trouve. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit que Défi a des intentions de vote en Wallonie et remue un peu la Wallonie. Ça peut peut-être faire du bien aux Wallons d'avoir un nouveau parti démocratique et honorable, sans dire que je le préfère aux autres. L'UCM est une organisation apolitique, mais ça peut peut-être faire du bien aux Wallons d'avoir un parti comme Défi dans les pattes, si vous me permettez l'expression. Pour vous, Eric Beusens, 4 autres personnages. Carles Puigdemont, le catalan indépendantiste le plus connu de Bruxelles. Benoît Ludgen, qui à la surprise générale a viré le PS de Wallonie mais pas de Bruxelles. Mark Cook, l'industriel flamand qui s'est payé le Sporting. Ou encore Nafissa Toutiam, qui a éclaboussé les Jeux Olympiques de son talent. Qui choisissez-vous? Puigdemont, Ludgen, Cook ou Thiam? Championnat du monde. Je vais parler de ce que je connais le mieux. On va prendre M. Ludgen, non pas que je connais personnellement, mais je pense qu'effectivement, ça a été quelque chose d'assez surprenant, ce tirage de prise, ce pari assez inconsidéré sur le devenir de nos institutions, de notre fédéralisme, de mettre comme ça Bruxelles. Alors, la bonne nouvelle, c'est que Bruxelles devient un peu le petit village gaulois dans un univers, dans une Belgique très, très, très bleue. Parce qu'on peut difficilement y voir une tache orange, enfin c'est une petite tache orange dans un univers très bleu en Wallonie et au niveau fédéral dans cette perspective. Donc on sent bien qu'il y a quelque chose de préoccupant sur le devenir. Donc Bruxelles, pour le moment, heureusement, a pu échapper à ce petit tsunami politique. Et devenir un peu, on dit chez nous, le petit village gaulois cosmopolite qui résiste à la vague bleue. Mais néanmoins, c'est fort interpellant. Alors, j'ai quand même 2 correctifs à faire. Tout d'abord, j'ai parlé de Jeux Olympiques pour Thiam, mais c'était évidemment un championnat du monde. Merci Karim. Et puis, la semaine dernière, en illustrant le décès du promoteur-entrepreneur Jacques Delens, ou Jacques Delens, on a montré la photo de Jacques Delaine, qui est un banquier, lui, bien vivant. On s'en excuse auprès de lui. Alors, le scandale de l'année à Bruxelles, c'était le SAMU social. Un scandale qui a fait des vagues, une commission spéciale, des démissions. C'était le 19 juillet dernier. Les commissaires entendaient Yvan Mayer. Reportage Marine Hubert, Thierry Duboquet. Face à la commission d'enquête, l'ancien homme fort de la ville de Bruxelles répond et rend coup pour coup, n'hésitant pas à se mettre en situation de victime. Ils ont seulement exigé ma démission
sur base d'un rapport des commissaires que je n'avais pas et que je n'ai toujours pas reçu officiellement. J'estime donc n'avoir pas eu le droit légitime de me défendre. Les députés insistent, demandent si Yvan Mailleur compte rembourser l'argent qu'il a perçu du SAMU social. La réponse est claire. Ce que je ne ferai pas, monsieur, pour être clair, c'est dire que je dois rembourser parce que ce que j'ai touché était indu. Non, j'ai travaillé. Et j'étais dans la légalité. D'ailleurs, pour son fondateur, l'affaire dite du SAMU social, c'est un pseudo-scandale, sans raison d'être. Et je dis qu'il n'y a pas de scandale dès lors que les autorités sont au courant de tout. Depuis très longtemps. Entre justification offensive et testament politique, Yvan Mailleur n'a visiblement pas convaincu. Il reste beaucoup de zones d'ombre autour des jetons de présence ou de la gestion globale de la SBL, par exemple. Il a été très très évasif. Autour aussi des soutiens politiques qu'il a pu obtenir. Ce n'est pas des moments évidents, il faut être clair. Politiquement, c'était quand même un des hommes forts du PS bruxellois. Je pense qu'on est arrivé quand même à un moment, à la fin de ce système SAMU social, CPAS, Ville de Bruxelles, où finalement, ce qu'on a bien senti hier aussi, c'est que tout était un peu confondu. Près de 4 heures d'audition, seul face au commissaire, Yvan Mailleur s'autorise même un sermon en guise de conclusion. Moi, je ne participe plus au monde politique. Je n'y participerai plus, mais je vous invite à bien enregistrer ce qui s'est produit. Bien réfléchir à ce qui s'est produit. Lui, Karim Fadoun. D'une certaine manière, oui, parce que cette crise sans précédent qui faisait suite à l'affaire Publifin, puisque le SAMU social est arrivé un peu après, tout simplement parce qu'on a commencé un petit peu à gratter par rapport à ce qui se passait sur Bruxelles, a permis de dévoiler au grand jour toute une série de dysfonctionnements, notamment à la ville de Bruxelles, avec pour conséquence effectivement la chute. Pas n'importe qui, Yvan Mailleur, c'est le bourgmestre de la ville de Bruxelles, la capitale du pays. Je rappelle que la ville de Bruxelles est la capitale du pays, c'est pas n'importe quoi. Un fort en gueule, mais qui réduit au silence après sa démission. Des gouvernements à deux doigts de tomber, il y en a un quand même qui est tombé, celui de la région wallonne, avec la mise en place d'une commission d'enquête, une première en région bruxelloise, qui va bientôt remettre ses conclusions. Les commissaires d'avoir travaillé d'ailleurs sur le rapport. Et puis surtout, et c'est pour ça que je dis que c'est assez positif, une transparence à tous les niveaux, à tous les étages. Tous les partis, toutes les personnalités politiques ont voulu montrer à l'opinion publique quelque part quels étaient leurs émoluments, leurs mandats, etc. Et puis toute une série de dispositions qui ont été prises liées au décumul, à la publication d'une série de données confidentielles liées aux rémunérations. Et donc en cela, quelque part, c'est bien, puisque derrière, tout part de l'argent public. J'ose espérer qu'il ne s'agit pas d'un one-shot. On se rend compte, pour prendre l'exemple à nouveau de la ville de Bruxelles, que, vous vous souvenez quand Philippe Claus arrive aux affaires, il met en ligne sur le site internet de la ville un cadastre des mandats. Les choses ont changé depuis. Des gens ont quitté certains postes, ont été remplacés par d'autres. Ce cadastre n'a toujours pas été mis à jour. Voilà. Je dis simplement, attention à l'effet. Il y a une attente dans l'opinion publique, on va lui montrer des gages de transparence, mais il faut poursuivre dans ce sens-là, sans pour autant tomber dans un modèle anglo-saxon où, quelque part, le politique doit tout montrer, tout dévoiler. Mais quand il s'agit d'argent public, je pense que là, il faut pouvoir être transparent. Petite réaction du côté d'Hugo Polliard. Oui, moi j'ai presque mal au cœur pour Yvan Mailleur, parce qu'en fait, sa réaction après coup et la lettre qu'il avait écrite juste après montrent à quel point c'est peut-être même pas des gens malhonnêtes. Ils sont tellement dans un système depuis longtemps qu'ils ne se rendent même plus compte de l'illégalité ou en tout cas de la mauvaise éthique des comportements qu'ils ont. Et je pense qu'effectivement, il y a une nouvelle génération qui arrive, et dans tous les partis, et qu'on va vers peut-être pas un modèle anglo-saxon, mais en tout cas un modèle plus nordique pour faire de la politique. Ce que dit Hugo est gravissime, parce qu'à partir du moment où un responsable politique n'a plus la conscience nécessaire pour se rendre compte que si ses actes sont éthiques ou ne le sont pas, je pense qu'il y a là une dérive qui est calamiteuse. Il faut distinguer d'une part, chez Publifin, c'est une question de pure finance, donc on est avec des financiers. On remarque que malgré tout ce qu'il a dit, tous ces gens sont encore en place. Stéphane Moreau dirige toujours la boîte et finalement il est passé à travers les mailles du filet, il n'y a rien qu'à changer. SAMU social, c'était la
gestion de la pauvreté. Et là, je pense que c'est vraiment dégueulasse ce qui s'est passé. Vraiment, moi, ça m'a révolté. Surtout qu'on entendait au même moment, j'ai entendu une interview à la radio d'un travailleur du SAMU social qui disait « On me demande d'héberger des gens, je n'ai pas de quoi acheter de la literie ». Alors, quand on voit que le conseil d'administration, pour siéger dans des réunions, pour gérer ce truc-là... Pas tous. Non, pas tous, d'accord. Pour le bureau du conseil. Pas tous, mais les principaux, effectivement, quand on totalise sur toute la durée, ça va laisser Frengen terminer. C'est révoltant, surtout que ces gens ont de multiples mandats, alors que plein de militants de leur parti, qui sont des partis socialistes, à vocation donc sociale, se cassent le cul pendant toute l'année pour faire en sorte que ces partis fonctionnent. Et eux font ça de leur poche, ne récoltent rien et permettent à des gens qui cumulent de se remplir les poches sur le dos de la pauvreté ou sur le dos des militants. Je trouve ça absolument révoltant. Éric Boessens, là-dessus, ça vous a aussi révolté, je suppose? Ça nous a fort interpellés, donc d'autant plus que ce projet, on considère il reste tout à fait utile. Maintenant, ça suscite beaucoup de débats. D'abord, effectivement, comme ça vient d'être dit, il y a un questionnement au niveau militant, au niveau de l'engagement, puisque c'était une initiative privée. Enfin, ça a été construit sur un modèle privé d'une association qui ne dépendait pas, qui était financée par les pouvoirs publics, mais qui n'était pas organisée par les pouvoirs publics. C'est clair que ça pose beaucoup de questions sur l'affectation des moyens. Maintenant, cette question, ce dossier-là renvoie à deux réflexions. C'est de nouveau les défauts de l'État, de la COCOM, cette fameuse commission communautaire commune qui n'a pas pris en charge de manière... C'était une mission presque de service public d'organiser cette première ligne contre la toute grande pauvreté. Donc c'est une démission des autorités. Une démission des autorités, laissant le champ à l'initiative privée. Alors évidemment, ça pose beaucoup de questions sur les promoteurs et comment ils envisagent les choses. L'autre réflexion, c'est on se pose moins de questions quand on est cadre dirigeant d'une société publique d'investissement ou d'une société en Wallonie ou à Bruxelles ou ailleurs. Mais dès qu'on est dans le social, il faut automatiquement revoir toutes les prétentions à la baisse. Il faut trouver le juste niveau de rémunération des responsables. Mais dans ce cas-ci, on n'était pas dans un projet public, on était bien dans une initiative privée. Et là, mais attendez, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire que c'était normal que les jetons de présence soient si élevés? Je ne dis pas que c'était normal. Je dis que ce qui est interpellant, c'est qu'on se pose moins la question quand il s'agit d'une activité économique marchande ou autre à caractère public que dans le social. Et c'était d'ailleurs une des réflexions d'Yvan Mayer qui dit pourquoi quand on s'investit dans le social, on n'a pas les mêmes niveaux de traitement. C'est juste une réflexion sur le... Enfin, il faut quand même que l'objet social de l'association puisse vivre. Si les administrateurs pompent tout le fric et que la raison sociale de l'association ne peut plus fonctionner, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Ils étaient rémunérés souvent par mois pour 1 ou 2 coups de fil, alors que certains travailleurs du SAMU social percevaient autant en brut pour des missions beaucoup plus compliquées, avec des maraudes de la nuit, au contact avec les gens, première, etc. Donc il y avait quand même... Il y a quand même 2 niveaux. Je n'ai pas dit ça, donc non, mais soyons bien d'accord. Il ne faut pas transformer le scandale du SAMU social en une question sur les rémunérations. Évidemment que dans tous les secteurs, des gens avec un tel profil doivent être rémunérés. Oui. Mais ici, il y a clairement eu des abus et en tout cas les personnes ont tiré les conclusions, ils ont pris leurs responsabilités et ils se sont retirés de leurs fonctions. Thierry Evans. Moi, je suis tout à fait d'accord pour dire que quand il s'agit d'argent public, il faut une totale transparence. Et quand on est dans le caritatif, même si on est dans le privé, il faut avoir une éthique irréprochable. Ça ne veut pas dire qu'ailleurs, il ne faut pas avoir une éthique, mais quand on joue avec de l'argent privé dans le privé marchand, il y a évidemment une liberté qui est plus grande. Mais argent public, transparence totale, et il faut bien dire qu'on vient de loin. Ce n'était pas du tout la culture qu'on avait chez nous. Dans une des affaires Carolo, il y a un des inculpés qui a dit « on a toujours fait comme ça ». C'est comme disait Hugo, ils ne se rendaient même plus compte, probablement comme Yvan Mayer, qu'ils avaient franchi la ligne rouge, mais ils l'avaient franchie de plusieurs mètres, mais cette ligne rouge, elle n'était pas claire. Et donc, évidemment, il faut la mettre.
la transparence, l'éthique en politique, ça ne devrait même pas être un sujet de débat, ça devrait être un préalable et puis après on discute. C'est devenu un sujet en 2017, peut-être qu'en 2018 ça ne le sera plus. Alors parlons un peu de ceux qui dorment comme ça dans la rue depuis plusieurs mois. Il y a les SDF bien sûr, mais aussi ces migrants, ces exilés qui cherchent un refuge avant pour certains d'atteindre la Grande-Bretagne. La solidarité citoyenne s'organise, l'aide de l'État beaucoup moins. Et cette semaine, une vingtaine de jeunes se sont réunis au sein de Parlons Jeunes et ils ont travaillé sur ce sujet. Ils ont réalisé une capsule vidéo que je vous propose de regarder ensemble. Ils réagissent sur des idées reçues et pendant ce temps-là, on accueillera une étudiante de 15 ans, Rislaine, qui a participé à cette semaine. Donc, regardons cette capsule. Bonjour, je suis un jeune de Parlons Jeunes et Parlons Exil. Souvent, on attend des faux chiffres et des fausses informations sur l'exil, comme ils profitent du système. On accueille toute la misère du monde. Ils nous volent notre travail. On a décidé de faire la lumière sur les chiffres noirs de l'exil. Contrairement à ce que l'on pense, ce n'est pas les pays les plus riches qui accueillent le plus de réfugiés, mais au contraire les pays les plus pauvres. Voici le top 5 des pays qui accueillent le plus de réfugiés. La Jordanie, la Turquie, le Pakistan, le Liban et l'Iran. Et au Liban, savez-vous qu'une personne sur 4 est un réfugié, alors qu'en Belgique, seulement 3 personnes sur 1000 est un réfugié. Et on en fait tout un plat. Ils nous envahissent, hein? Ce qui m'a le plus marqué, c'est que le revenu moyen d'un sans-papier en Belgique travaillant au noir est de seulement 200 € par mois. 4 Belges sur 10 pensent que les immigrés leur prennent leur travail. En réalité, il n'existe aucun lien de corrélation entre les immigrés et le chômage des Belges. De plus, étant donné que c'est une population jeune, elle contribue à la sécurité sociale. Je crois pas, non. Rislaine, bonjour. Bonjour. Vous êtes finalement notre 4e expert ici. Et vous venez parce que le sujet de l'année aussi, ce sont ces exilés, ces migrants qu'on retrouve au parc Maximilien. Alors expliquez-nous d'abord, qu'est-ce que vous avez fait pendant la semaine dans ce groupe Parlons Jeunes, Parlons Exil? Alors déjà, c'est un projet indépendant. Donc c'est pas au sein d'une école propre. C'est un projet indépendant qui réunit une vingtaine de jeunes et c'est un stage d'une semaine qui met en place des projets multimédia, des projets de son et des projets vidéo. Moi, je fais partie notamment du groupe vidéo qui interviewe les personnes en 2 formats comme vous venez de le voir. Et donc, tout ça est organisé par le délégué général des droits de l'enfant qui est Bernard De Vos et aussi organisé par quelques associations. Oui. Mais donc, votre boulot pendant une semaine, c'était de faire de la vidéo et d'essayer de mieux comprendre ce qui se passait avec ces migrants et ces exilés. Et finalement, qu'est-ce que vous avez appris? Alors moi, j'ai appris, comme je suis déjà l'actualité des migrants, de l'exil, tout ça, j'ai appris que un migrant qui entre sur le sol belge, à partir du moment où il n'a pas demandé, qu'il n'a pas fait de demande d'asile, et qu'il n'a pas, en tout cas s'il est mineur aussi, il n'a aucun droit, il n'a pas le droit d'être logé, d'être nourri, et je trouve ça un peu honteux. Vous avez 15 ans, hein, c'est ça? Oui. Et vous avez rencontré des migrants? Oui, on a rencontré notamment une femme qui vient de Turquie et qui l'a depuis 17 ans. C'est intéressant de voir. Ça vous a impressionné? Ouais, il y en avait qui voulaient aller témoigner un peu de leur histoire et je trouvais ça intéressant de préciser l'histoire de chacun. Alors, on va vous demander aussi votre avis à vous. J'ai commencé par vous, Thierry Evans. Est-ce que l'État en fait assez? Est-ce qu'il en fait trop? Est-ce que c'est normal que ce soit les citoyens qui soient obligés de s'occuper de ces migrants du parc Maximilien? Alors c'est évidemment un sujet dans lequel l'UCM intervient peu directement. Moi j'ai envie de dire que évidemment il n'y a pas photo, les gens qui sont demandeurs d'asile, il faut les accueillir. Mais j'ai l'impression qu'il y a une gestion de ces personnes-là, de ces personnes humaines, qui a une gestion qui est déficiente. Il y a des années qui se passent avant qu'une décision ne tombe. Les décisions devraient être prises beaucoup plus vite. Et pour les personnes à qui le séjour en Belgique est autorisé, il faut très rapidement avoir un parcours d'intégration, je veux dire au moins des cours de langue, parce que c'est essentiel de parler une des langues nationales, enfin néerlandais ou français, et puis avoir une mise à l'emploi aussi rapide que possible, parce qu'effectivement, comme on l'a vu dans le film, c'est un apport possible. Il y a des secteurs qui manquent de main-d'œuvre, et je pense que ces gens-là, je suis même certain que ces gens-là peuvent apporter quelque chose. Ils ont leur place à Bruxelles. Ils ont
ils ont leur place à Bruxelles. Ce sont des gens qui sont volontaires, qui ont envie de travailler, et donc il faut leur donner les moyens pour ça, et avant tout leur donner les papiers nécessaires, ou s'il n'y a pas les papiers, prendre les mesures qui s'imposent. Mais je n'arrive pas personnellement à comprendre pourquoi c'est si compliqué. Pourquoi c'est si compliqué, pourquoi ça prend des années, 17 ans. Enfin, eh bien, allez-y, répondez. C'est le sujet qu'on parle, dans lequel on essaye de mettre des choses au clair. Et le fait que une personne entre dans le pays et qui n'a pas fait sa demande d'asile, comme je le disais tout à l'heure, elle n'a aucun droit. Donc elle erre dans les rues comme ça. Et le fait que ce soit aussi des personnes majeures comme mineurs, ils n'ont aucun droit, ni le droit d'être logés, et c'est surtout le fait que les citoyens réagissent à la place de l'État. Mais si je peux poser une question, je ne comprends pas. Je dis c'est un sujet assez éloigné de nos préoccupations habituelles, mais pourquoi est-ce que la personne ne fait pas une demande, puisque à ce moment-là, elle aurait une aide? Il y a des personnes, des migrants notamment, qui viennent dans le pays, mais enfin, la police, comme vous voyez, il y a eu hier enfin oui. Il y a des actions, il y a eu qui sont effectivement faites jeudi soir, oui. Par la police, et je sais pas, mais mercredi soir. Je pense pas que les migrants ont une bonne image de la société en voyant seulement les policiers. Attendez, je voudrais avoir l'avis d'Éric Bessens aussi. Mais d'abord, il y a la question d'abord des réfugiés politiques. Elle est cruellement d'actualité avec cette affaire du Soudan. Donc on voit bien que c'est scandaleux, évidemment, que notre pays ne garantisse pas ces droits fondamentaux de droit à l'asile pour des gens qui fuient des zones de guerre et des dictatures. Mais derrière ça, au-delà de ça, il y a toute la question beaucoup plus large des migrations du travail qui est une hypocrisie totale dans ce pays. Je veux dire, l'économie fonctionne parce qu'il y a une réserve de main-d'œuvre qui est utilisée en dépit de tous les droits, qui est exploité. En noir, alors, vous voulez dire. En noir, oui, puisqu'ils sont sans papier, donc ils sont sans droit. Et ça, c'est le deuxième scandale sur lequel mon organisation, enfin, je pense que les deux syndicats sont mobilisés. Pas plus tard que jeudi, nous étions au Parlement bruxellois à déposer une proposition de motion avec le Front des migrants, avec une série d'associations, le CIRE et d'autres, pour justement que au-delà de la question du travail, le droit au logement soit garanti. Dans cette ville, c'est un véritable problème qu'on soit sans abri ou sans papier. C'est un autre scandale de ne pas pouvoir se loger. Et donc il y a une proposition de motion qui a été, je pense, assez bien accueillie par les parlementaires bruxellois. Alors, Hugo Polia, vous voulez réagir? Je répondais juste à la question de... Effectivement, il y en a beaucoup qui veulent aller en Angleterre. C'est ça, exactement, oui. Et donc, je voulais juste dire que moi, je rêve du jour où tout le monde voudra vivre en Belgique et pas forcément en Angleterre. Mais pour ça, il faut avoir de la famille en Belgique. Souvent, ils veulent aller en Angleterre parce qu'ils connaissent des gens en Angleterre. Yves Kengay? Oui, deux remarques là-dessus. La première, c'est qu'on ferait bien de s'habituer à l'arrivée de migrants, puisque dans les 20 années à venir, avec le réchauffement climatique, c'est par millions qu'ils vont arriver, parce que nous avons des zones immensément peuplées qui vont être submergées. Et donc ces gens vont arriver ici, plus par dizaines de milliers comme maintenant, mais par dizaines de millions. Donc autant se préparer. Et la deuxième chose que je voudrais dire, et c'est une très bonne nouvelle, on a parlé il y a 15 jours du déménagement de 2 cliniques, Edith Cavell et la clinique du Parc Léopold, sur le nouveau site de Delta. On a donc 2 bâtiments, Edith Cavell et la clinique Léopold, qui sont vides, entièrement équipés, avec des chambres, de l'électricité, tout ce qu'il faut. Je pense qu'on peut mettre bien 1500 personnes là-dedans. Facilement. Rizlen, si vous étiez Premier ministre, qu'est-ce que vous décideriez pour aider justement ces exilés qui arrivent en Belgique? Alors moi, si j'étais première ministre, je sais pas, j'essayerais de mettre un statut pour les personnes qui ne demandent pas l'asile. Parce trouver une solution pour eux. Oui, parce que comme le disait monsieur, les personnes qui ne veulent pas faire leur demande d'asile, c'est qu'ils ont des raisons, ils ne trouvent pas la Belgique assez accueillante en quelque sorte. Et pour le fait d'aller en Angleterre, c'est puisqu'en Angleterre, on peut circuler sans papier. C'est ça aussi. Ici, il y a des contrôles qui sont faits par la STIB. Même la police est en collaboration avec la STIB et fait des contrôles dans les métros. Et voilà, ils ont peur. C'est pour ça qu'ils veulent partir, effectivement. Okay. Merci. Je vous propose maintenant de passer à nos coups de cœur, comme dans chaque émission, c'est-à-dire proposer quelques bonnes idées de coups de cœur culturels. Alors on va commencer par Karim Fadoul. Lui, vous avez vu une fresque dans votre rue, carrément. À Nederoverbeek, exactement, rue du Wimpelberg. Elle a fait son apparition il y a quelques jours à peine. C'est une fresque réalisée par l'artiste égyptien
Amar. Alors, Nedervermeek, je le rappelle, parce que certains Bruxellois même pensent que c'est en Flandre. Ce n'est pas en Flandre. C'est même dans la ville de Bruxelles. C'est dans la ville de Bruxelles, donc ça fait partie de la région bruxelloise. Oui. Et pour une fois, le parcours street art quitte le centre-ville, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au centre-ville. Et là, on sort un petit peu et on va voir d'autres quartiers de la ville à Bruxelles. Et donc, c'est très bien. Alors, le problème, c'est que cette rue est un peu difficile d'accès. Mais quand vous vous trouvez face à cette fresque, un peu complexe à comprendre, mais en tous les cas, elle vaut plus que le coup d'œil, honnêtement. Et n'hésitez pas à aller sonner chez Karine. Hugo Polia, vous vouliez parler de nouveaux restos, de nouveaux endroits. Oui, moi j'ai pas été très loin non plus, c'est aussi au bout de ma rue, mais il y a un nouveau resto qui va bientôt ouvrir. Alors, c'est une chaîne qui fait de la nourriture mexicaine, mais il y a aussi un resto qui vient d'ouvrir en face il y a 3 mois ou 6 mois. Donc c'est juste pour dire, à côté de tous les problèmes qu'il y a à Bruxelles, il y a aussi, il me semble, au niveau de l'Horeca notamment, une économie assez dynamique et pas mal de choses nouvelles. Et là, ça vient d'Amérique latine, donc c'est encore mieux. Alors, Yves Kengen, vous vouliez nous parler d'une chose un peu particulière, n'est-ce pas? Vous vouliez nous parler de la journée de l'orgasme. La journée mondiale de l'orgasme, oui. Donc, le sujet de la sexualité a mauvaise presse pour le moment, suite au hashtag MeToo et Balance ton porc. Donc, le politiquement correct est en train de tuer la sexualité et l'amour et de le ravaler au rang de quelque chose d'absolument tabou. Donc, il y a une espèce de retour en arrière comment dirais-je, une certaine convention à propos des questions sexuelles. Puritanisme, voilà, merci Jean-Jacques. Alors, je pense qu'il faut réhabiliter la sexualité dans ce qu'elle a de beau et d'utile à l'équilibre de la personne. L'expérience du Huffington Post, en tout cas qui est racontée dans l'article du Huffington Post que je vous ai signalé, montre des femmes avant et après un orgasme et les images se passent en photo. Oui, et les images se passent de commentaires, elles sont évidemment beaucoup plus épanouies après. Donc, vive l'orgasme et à bas les rabat-joie. Alors, vous vouliez nous parler, Rislaine, par contre, vous, d'une pièce de théâtre. Oui, je ne quitte pas le sujet de l'exil. Oui, allez-y. Oui. Et c'est une pièce de théâtre qui s'appelle Murmure et qui est faite par le Théâtre Matz. Et j'ai été la voir. C'était en fait, à l'école, on avait une semaine citoyenne. Et durant cette semaine, on a été au château de Kerevelt, mais il se déplace, bien sûr. Et on a été voir cette pièce et qui raconte l'histoire d'un migrant qui s'appelle Nathan et qui a dû quitter son pays natal, le Cameroun, à l'âge de 19 ans. Et durant la scène, il a raconté son histoire. Et ouais, voilà, je voulais faire. C'était intéressant. Et ça continue, mais pour l'instant, c'est que scolaire. Très bien. Donc, enfin bon, si ceux qui nous regardent voient passer ça tout près de chez eux, ça vaut la peine d'y aller. Alors, je voudrais rendre hommage à Yves Kengen parce que je dis toujours qu'il est journaliste punk, mais on ne sait pas pourquoi. Donc, on va l'écouter. Il vient de sortir un album. Ça s'appelle Raxola. C'est Guts Out. Donc, si on peut l'écouter, le voir. On m'a dit qu'on avait cette matière. Voilà. Il faut le mettre fort en général. Voilà. Très bien. Ça, c'était donc pour la musique de Yves. Un petit livre pour terminer aussi, un livre d'images qui permet de célébrer Marguerite Yourcenar à l'occasion du 30e anniversaire de sa disparition. Yourcenar en images de Michel Gosselin aux éditions Racine. Alors, merci à tous, invités, experts. Bon week-end, joyeuses fêtes et on se retrouve le 12 janvier. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.